BD, nous recevons Mara pour Clues, avec d'ailleurs plusieurs titres au demeurant, aux éditions Aquileos. Et ce forum des lecteurs est animé par Marie-Madeleine Rigopoulos. Mara, bonjour. Bonjour. Alors, Clues, c'est le 3e tome d'une série que vous avez créée, je crois, il y a quelques années déjà. C'était quand, 2009, 2007? Alors, 2008, le premier tome est sorti en 2008. Ça fait depuis 2005 que je suis sur le projet. J'ai signé le contrat en 2007. Donc, ouais, gros processus de création. Il y a eu déjà 3 tomes qui sont sortis à raison d'un tome pour une année et demie à peu près. Donc, un en 2008, un en début 2010 et là maintenant en 2012. Alors, le contexte, on est à Londres. Oui. C'est l'Angleterre victorienne. C'est ça. 2 personnages, un couple improbable, un inspecteur de police, Hawkins, et une jeune fille qui va entrer dans sa vie presque de force en quelque sorte. Elle va s'imposer d'une certaine façon et ils vont se retrouver à vivre des aventures, des enquêtes. Comment sont nés ces personnages? Comment sont apparus ces 2 personnages? Alors, il faut savoir que le tome 3 est un peu particulier parce que c'est un retour en arrière sur le personnage de l'inspecteur Hawkins, justement. Donc, ça se passe 20 ans plus tôt que les 2 premiers tomes. Et en fait, le personnage féminin dans ce livre-là, Milena, est en réalité la mère de l'héroïne principale de la série, que l'on voit dans le tome 1 et dans le tome 2. Et donc, en gros, moi, ce que je voulais, c'était créer un duo assez fort, donc, qui est le duo des tomes 1 et tome 2, donc Emily et Hawkins, et pouvoir introduire le passé de l'inspecteur Hawkins avec ce qui se passe dans le présent pour qu'il y ait des relations de personnages intéressants, de savoir que l'héroïne ne sait pas que Hawkins, avec qui elle travaille, a été en réalité très proche de sa propre mère. Donc voilà, donc ça rend les relations de personnages complexes, on peut s'amuser à faire plein de rebondissements avec ça, donc voilà. Alors, quand vous avez commencé la série, est-ce que vous saviez que vous alliez aboutir à ces révélations dans le tome 3? Alors, pas tout. Je pensais pas que j'allais faire un tome entier dessus. Je pensais que j'allais certainement parler de flashback et tout ça En fait, il devait y avoir 3 tomes. Et quand j'ai commencé à mettre au propre, donc sous forme de storyboard, mon tome 3, j'ai réalisé, qui devait être le dernier donc, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de pages qui seraient consacrées à des flashbacks. Et je me suis dit, bon, ça va alourdir le récit, ça va casser la narration. Donc, on m'a conseillé, c'est mon meilleur ami qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas un tome uniquement là-dessus? Tu as de la matière, ça peut intéresser les gens. Et du coup, tu le places maintenant, comme ça, ils arriveront dans le tome 4 avec certaines clés en main, en sachant certains tenants et aboutissants des relations de personnages. Et ils pourront se focaliser vraiment sur l'action du tome 4, qui ne sera plus plombé par des flashbacks poussifs toutes les 2 minutes. Et du coup, ça donne une densité à vos personnages toute nouvelle, puisqu'on comprend mieux leur rapport, on comprend mieux le caractère d'Hawkins. C'est ça. En fait, en réalité, Clues, sous couvert de polar, c'est surtout moi qui me suis amusée avec des relations de personnages. Donc j'ai pris le contexte victorien parce que j'adore cette époque, parce que bon, voilà, les lectures, Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur, tout ça, ça parle à pas mal de monde, dont moi, donc voilà. Et en réalité, j'adore les relations entre personnages complexes, vraiment, voilà, avec des passés torturés, tourmentés. Et donc, j'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Et tout le côté polar, c'est venu après, en fait. J'ai eu mes idées de départ. Je me suis dit, bon, alors, tel personnage a tel lien avec tel personnage, et il fera ça, et il lui arrivera ça. Et après, construire un polar autour pour mieux mettre ces relations de personnages en avant, en fait. Alors, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que quand vous êtes lancé dans la bande dessinée, vous étiez complètement autodidacte. Vous n'avez pas fait une école particulière. Comment est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure? Vous avez un beau jour pris un papier, un crayon, vous avez dit, je vais raconter une histoire? Alors en fait, déjà depuis toute petite, je me raconte des histoires à moi-même. Je dessinais, je me faisais mes propres BD, j'inventais mes propres univers, mes petits mondes, etc. Et en fait, à l'époque, quand j'ai commencé à vouloir faire de la BD, au départ, je voulais faire une école de cinéma. Parce que j'adore, je me suis dit, bon, je vais pouvoir raconter des histoires et tout ça. J'ai commencé par faire des études de lettres. Et en fait, je me suis rendu compte que le cinéma, ça allait pas me permettre de faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc j'allais pouvoir, oui, réaliser des films ou raconter des histoires, mais bon, il n'y a pas la partie dessin. Alors je me suis dit, bon, je vais peut-être me tourner vers le storyboard, mais bon, là, je fais le storyboard d'autres gens. Et en fait, j'ai rencontré une copine qui s'appelle Valp, qui est ici d'ailleurs aussi, qui dédicace juste à côté de moi, qui est une de mes meilleures amies. Et à l'époque, on s'est rencontrés et elle m'a dit, mais dis donc, t'aimes le cinéma, t'aimes raconter des histoires et t'aimes faire du dessin. Mais fais de la bande dessinée, c'est logique.
Et en fait, elle a tout à fait raison, parce que du coup, ça reprend tous ces aspects-là. Raconter une histoire sous forme de BD, c'est une sorte de film, en fait, au final, quoi. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça a assouvi votre besoin de faire du cinéma ? Complètement. Alors, je ne me vois pas faire autre chose maintenant. Franchement, la bande dessinée, pour moi, c'est le métier parfait par rapport à tout ce que j'ai toujours aimé faire dans ma vie. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer dans le métier en faisant mon propre projet, à savoir que je fais le dessin, la couleur, les scénarios, en fait. Oui, c'est assez rare, finalement. Il n'y en a pas tellement de dessinateurs qui font tout, le scénario, le dessin, les couleurs. Et ça, pourquoi c'était un parti pris ou c'était juste par commodité, hein? Alors, très bêtement, c'était une sorte de challenge personnel. Je suis très têtue et je me suis dit, j'ai cette histoire, je dessine et j'ai envie de la faire moi, en fait. Et bon, j'ai eu beaucoup d'aide aussi de la part de mes éditeurs, de la part d'amis qui ont relu, lu et encore relu mon histoire, qui m'ont dit qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui était bien, moins bien. J'ai eu beaucoup de retours très constructifs, donc ça a été vraiment très utile. Et j'étais pas toute seule, parce que si j'avais pas ces gens-là, je pense que ça aurait été... Alors, justement, quand on dit que vous n'êtes pas toute seule, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec une maison d'édition, les éditions Aquileos. Voilà. Comment est-ce que vous les avez rencontrées, hein? Alors, je les ai rencontrés quand je démarchais mon projet, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à montrer mon travail à des éditeurs. Je suis partie avec mon portfolio sous le bras à différents festivals, dont le festival d'Angoulême en 2005. Et j'étais allée voir pas mal de monde et j'avais eu pas mal de retours sur mon travail, très constructifs. Bon, forcément, beaucoup de refus, enfin que des refus, mais des gens qui m'encourageaient. Et je suis allée voir les éditions Aquileos, complètement par hasard. Et je leur ai montré mon travail et ils ont tout de suite flashé. Ils m'ont dit, t'as quelque chose, t'as encore beaucoup de boulot, mais il y a quelque chose, on va te suivre. Et c'était en 2005 et j'ai signé le contrat en 2007. Mais pendant tout ce temps-là, effectivement, il y avait des va-et-vient avec les éditeurs. Oui, parce qu'effectivement, ils vous ont repéré en 2005, mais je disais tout à l'heure, vous êtes autodidacte. Autodidacte, ça ne veut pas dire moins de travail. Au contraire, ça veut dire beaucoup de travail, parce que entre le moment où vous êtes repéré, on va dire, et le moment où vous publiez, où on vous dit maintenant ça mérite d'être publié, il se passe quand même 2 ans. Oui, là, c'était 2 ans, oui. C'était 2 ans. J'ai dû refaire à peu près 3 fois mon storyboard, refaire des planches, un nombre incalculable de fois, mais voilà, au final, ça a payé. Donc, Est-ce que vous avez des influences? Est-ce qu'il y a des auteurs de bande dessinée qui vous ont fait rêver et qui, du coup, vous influencent dans votre travail? Ah, totalement, oui. Je pense que les plus grandes influences, il y a Loisel, qui a fait La quête de l'oiseau du temps et Peter Pan. Guarnido qui a fait Black Sad aux éditions d'Argo. Il y a eu Barbucci, Canepa qui font Skydoll. Valp aussi, ça a été une grande influence forcément. Alors toujours une dose de fantastique dans ce que vous me décrivez. Oui, mais en fait c'est surtout le point commun de tous ces auteurs, c'est que c'est des gens qui ont travaillé dans l'animation. Et l'animation, après la BD, c'est aussi un domaine que j'adore, dans lequel j'aimerais bien travailler un jour. Si j'arrive une fois, ce serait super. Mais bon, si je peux faire que de la BD, c'est pas grave, hein. Mais oui, l'animation, c'est vraiment un monde qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, des gens comme justement Barbucci, Canepa ou Guarnido ont travaillé pour Disney. Et ça se sent dans leurs dessins. Il y a une expressivité, il y a un côté très dynamique dans les personnages, dans le découpage. Il y a beaucoup de mouvements. C'est très cinématographique et c'est ce qui m'a plu en fait. Alors, la maison Aquileos, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Qu'est-ce qui caractérise la ligne éditoriale, à votre avis, de la maison qui vous accueille? Alors, c'est une maison d'édition un peu spéciale parce qu'il marche au coup de cœur. Donc, c'est très varié, c'est très diversifié. Il y a autant des livres d'un format très classique comme le mien, donc des 46 pages, que des formats italiens, que des livres qui font une centaine de pages. Ils ont vraiment diversifié leur catalogue. Il y a pas mal de traductions aussi, donc des BD qui viennent des États-Unis. Eux-mêmes vont démarcher dans ce qu'on appelle les Comic-Con aux États-Unis. Donc c'est les conventions de BD où ils vont justement parler avec des auteurs américains et leur demander ça vous dit de publier en France, et puis voilà. Donc ils marchent vraiment au coup de cœur et je pense que c'est ça qui rend la maison d'édition assez familiale, et il y en a vraiment pour tous les goûts. On disait tout à l'heure que vous faites tout vous-même dans cet album. Qu'est-ce qui détermine le choix des couleurs? Est-ce que c'est le contexte historique? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est l'humeur? C'est un peu de tout, et c'est l'humeur. Logiquement, comme j'ai tout construit autour des personnages, comme je disais, j'aime bien que les couleurs correspondent aux émotions des personnages, en fait. Donc quand il y a des scènes, bon, ça peut paraître très cliché, mais en même temps j'aime bien jouer avec ces clichés-là. Par exemple, s'il y a une scène de tension de personnages, j'aime bien qu'il pleuve ou qu'il y ait un orage ou que ça se passe de nuit, ce genre de choses-là. J'aime bien avoir des ambiances bien marquées, bien fortes pour certaines séquences fortes en émotion, en fait. Alors,
le monde de la bande dessinée, je sais que ça peut paraître cliché aujourd'hui de le dire, mais pourtant ça perdure. Ça a été très longtemps un monde d'hommes. Il y a de plus en plus de femmes et de très bonnes femmes dessinatrices de bande de très bonnes dessinatrices de bande dessinée. Est-ce que vous avez senti que vous étiez accueillis avec naturel et facilité dans le milieu je parle pas dans la maison d'édition. Alors j'ai absolument pas senti... Enfin, en tout cas, avec mes éditeurs, j'ai pas du tout senti qu'il y avait quoi que ce soit. Mais par rapport aux autres, non. En fait, disons que on s'adapte très vite. Bon, c'est des soirées quand on fait des soirées entre auteurs. Ça m'est arrivé d'être la seule fille et tout ça, mais on s'adapte vite. Ça devient très vite, bon enfant, bon pote, bon enfant et tout ça. Non, je me suis jamais sentie mise à l'écart Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans la manière d'aborder la bande dessinée? Est-ce qu'il y a un regard féminin de dessinateur? Ça dépend. Ça dépend. Pour certaines BD, oui, on sent vraiment qu'il y a une patte féminine derrière. Et pour d'autres, je trouve que c'est pas du tout, quoi. Par exemple, je reviens sur elle, mais mon amie Valp, elle a un trait qui est très dynamique, très fort. Et pas mal de gens lui ont déjà dit « Ah, mais je pensais que vous étiez un homme et tout ça. » Donc ça dépend. Après, bon, il y a des gens comme Pénélope Bagieux qui font de la BD tirée de leur blog féminin, tout ça. Donc là, on sent tout de suite, c'est beaucoup plus évident. C'est annoncé, évidemment. Et ce qui est rigolo aussi, c'est quand les hommes jouent là-dessus. Par exemple, que des hommes se font passer pour des femmes qui font de la BD. Par exemple, il y a le dessinateur de la BD Maliki. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Souillon, c'est un homme. Et en fait, il en joue parce qu'il met en scène un petit personnage féminin avec des cheveux roses qui a des chats. Et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai dit « Mais tu fais quoi comme BD ?» Et il m'a fait « Je suis l'auteur de Maliki. » Et « Ah bon, alors excuse-moi de m'être toujours adressé à toi en tant que fan sur ton blog. Parce que je lui avais toujours dit « Ah, tes BD sont très chouettes. » J'y parlais toujours comme si c'était une femme en fait. Donc, est-ce que là, vous en êtes au 3e tome, vous préparez, j'imagine, le 4e déjà. Ce sera le dernier tome de Clouse. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a un projet? Alors j'ai un autre projet personnel, oui, ce sera une sorte de conte à mi-chemin entre le petit chaperon rouge et la petite sirène, mais basé sur mon expérience personnelle en fait. Et cette bande dessinée sera beaucoup plus sombre, donc je sais pas encore. Ça dépendra de mon état d'esprit, parce que je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez lourd à encaisser, à dessiner, parce que très personnel. Sinon, j'ai eu des propositions. C'est des contes assez cruels. Oui, c'est un conte assez cruel, justement. Mais c'est un peu une sorte de mélange de ça, mais ma version des choses, avec une petite gamine qui devient très proche d'un loup. Et de tout ce que ça implique, en fait. Le côté sauvage du loup, qui ressort, qui peut être dangereux, tout ça, qui devient toxique, etc. Pour cette fille. Enfin, voilà. Et une sorte de métaphore d'une vie de ce qui peut m'arriver sentimentalement parlant. Et donc je verrai dans quel état je suis quand je pourrai le commencer. Et sinon j'ai d'autres projets aussi beaucoup plus légers. Donc je sais pas dans quel état je me trouverai, mais ce sera dans un style complètement différent de Clouse, vraiment graphiquement aussi complètement différent. Est-ce que vous avez eu des influences littéraires? Ah oui. Alors, vous avez parlé de Sherlock Holmes tout à l'heure, mais entre autres. Alors quand on me demande de quoi parle Clouse, je dis toujours que c'est beaucoup Sherlock Holmes, mais c'est aussi pas mal inspiré de la pièce de théâtre de Georges Bernard Shaw, Pygmalion, dont a été tiré le film My Fair Lady. Voilà. Et donc vous mélangez les deux, vous avez Clouse en fait. Vraiment le personnage de la petite nana, un peu naïve, qui se fait entre guillemets coacher par un mec super froid, super austère, avec qui il y a vraiment des dialogues que j'ai essayé de faire un peu percutant, un peu joute verbale, tout ça. Et ça, c'est totalement inspiré de Pygmalion, ouais. Et en tout cas, avec des dessins absolument magnifiques, avec beaucoup de mouvements aussi, des ambiances très feutrées. J'ai pensé aussi un petit peu à Edgar Allan Poe pour l'ambiance, l'atmosphère. Côté un peu gothique aussi, j'aime beaucoup ça, ouais. Justement, côté sombre, gothique. Ça va de pair assez souvent avec l'ère victorienne, donc je trouve que ça fonctionne bien ensemble. Une dernière chose, Mara, c'est un pseudo? Oui, c'est un pseudo, oui. Je ne vous demanderai pas votre nom pour ne pas gâcher le mythe. D'accord, ok. Merci beaucoup, Mara. Merci à vous. Clouse, 3e tome aux éditions Alquileos. Je vous recommande vivement la lecture et des 2 précédents et le 4e qui arrive bientôt, j'imagine. Alors, d'ici une année à peu près. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur le site www.corrèze-télévision.fr. Corrèze Télévision.